Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous parler un peu de vous et de du coup votre rôle au sein de l'unité? Alors, je m'appelle Jean-Marc Benkemoun, je suis pédopsychiatre et médecin légiste, et donc je suis responsable de l'unité d'accueil des mineurs victimes des Yvelines. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit tous les mineurs pour lesquels il y a eu un signalement ou une plainte à la demande du procureur de la République via les officiers de police judiciaire. D'accord. Donc, quelle est la fonction et l'utilité première d'une UMJ? Alors, la fonction et l'utilité première, c'est, me semble-t-il, la bientraitance des mineurs, c'est-à-dire ne pas continuer, dans une certaine façon, à survictimer. Que le mineur ait un parcours compliqué, parce que le parcours judiciaire il est souvent très compliqué, hein, la rencontre avec la première personne à qui il va parler, puis avec l'officier de police judiciaire, puis parfois avec le procureur, puis avec les médecins, puis avec les psychologues ou les psychiatres. Donc c'est souvent un parcours très compliqué. Et donc de regrouper dans un site pluriprofessionnel, au sein d'un hôpital, parce que c'est un lieu d'accueil, hein, et notamment au sein d'un service habilité à recevoir des enfants, c'est-à-dire avec des professionnels qui sont formés à l'enfance. L'autre intérêt majeur aussi, c'est de n'interviewer l'enfant qu'une fois. C'est-à-dire qu'en fait, les officiers de police judiciaire viennent ici, assurent l'audition de l'enfant, et nous sommes au courant de cette audition, soit parce que nous assistons derrière la glace sans teint, avec l'autorisation de l'officier de police judiciaire, soit parce qu'on discute avec l'officier de police judiciaire de ce que l'enfant a dit, ce qui fait qu'on ne fait pas répéter l'enfant. C'est ça. Il n'a pas en reparlé plus tard. Il n'a pas en reparlé, en tous les cas, dans ce premier parcours. Donc la première chose, c'est qu'on ne survictime pas, parce qu'à chaque fois qu'on répète, hein, surtout au départ, c'est compliqué, et puis on ne pollue pas non plus, parce que le risque, c'est de polluer sa parole. C'est-à-dire de rajouter des choses, avec des gens qui sont tous formés au recueil de la parole de l'enfant, parce que ça aussi, c'est quelque chose de difficile à mettre en place, en France en tout cas. Hein, toutes les personnes qui traitent de l'enfant, qui ont affaire à l'enfant, ne sont pas formées à l'enfance, ne sont pas formées au recueil de la parole de l'enfant. Donc c'est une bataille, hein, qui est menée par la voix de l'enfant, d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit formé à ce recueil. Et quel bénéfice l'enfant pourrait en retirer? Alors l'enfant, le premier bénéfice qu'il retire, c'est d'être bien traité, parce qu'une audition mal menée, c'est toujours compliqué. L'audition, c'est un acte extrêmement traumatisant, même si on ne l'imagine pas. L'audition, c'est une mise en cause, c'est-à-dire que les gens se rendent bien compte qu'on va chercher à savoir pourquoi ils ont dit ça, ce qui s'est passé, enfin bon, etc. Ils peuvent se sentir mis en cause. L'audition, c'est souvent un des premiers actes judiciaires. Pourquoi moi, qui suis victime, je suis embêté autant, alors que l'autre qui est auteur, pour le moment, il ne se passe rien. Enfin voilà, donc des tas de choses qui peuvent se passer dans la tête des gens. Donc c'est traiter le mieux possible les enfants. L'autre bénéfice, c'est la recherche de la preuve. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle, il va falloir rechercher la preuve, autant la rechercher le mieux possible par des gens formés, et de façon la moins traumatique possible. Et donc ici, dans ces unités, on a le moyen de tout faire, rechercher la preuve, tout azimut, à travers le discours de l'enfant. Il faut savoir que souvent, on n'a pas de preuve, et donc c'est la pierre angulaire du travail qu'on va mener, c'est l'audition. Donc une audition mal menée, dans tous les sens du terme, va aboutir à une maltraitance de l'enfant et un arrêt de la procédure judiciaire. Alors, donc, quel est le mode de fonctionnement d'une UMJ? Quel est le processus de suivi des enfants? Alors, le mode de fonctionnement en général, hein, parce que vous savez que pour le moment, tout n'est pas formalisé, chaque UMJ fonctionne un petit peu à sa façon, mais il y a quelque chose qui se dégage. Donc, l'officier de police judiciaire prend contact avec l'unité d'accueil. Quelqu'un répond. Alors ici, c'est une infirmière assistée d'une psychologue. Dans certaines unités, c'est une assistante sociale. Voilà, donc ça, c'est à la limite, pourvu que ce soit quelqu'un de formé et qui ait l'habitude de ce genre de travail. Et donc, elle va organiser le parcours de l'enfant, de quoi il va avoir besoin ici. Et donc, mettre en place
les examens médicaux, les examens psychologiques, etc., pour que tout soit fait dans le meilleur des temps pour l'enfant, qu'il ait à se déplacer qu'une fois, hein, autant que faire se peut, tout en respectant son rythme. C'est-à-dire que c'est pas la peine, un enfant fatigué, ou qu'on a fatigué, va pas répondre d'une bonne façon et on va abîmer son discours. Donc, ce premier accueil téléphonique, puis après l'accueil en personne, hein, qui est une phase extrêmement importante, parce que plus l'enfant va être détendu, plus il va savoir ce qu'il attend, et moins il va être anxieux. Et un enfant anxieux, son discours va être transformé. Donc on va faire en sorte qu'il soit le plus détendu possible. Donc un accueil, ici infirmière et psychologue d'accueil, psychologue de soutien, dans d'autres unités, voilà, assistante sociale ou d'autres personnels. On lui fait visiter l'unité, on lui explique le rôle de chacun des protagonistes qu'il va rencontrer, l'officier de police judiciaire, le médecin légiste, la psychologue expert, parce que nous ici, on assure les expertises derrière la glace Santin, ce qui fait que l'expert ne fait pas répéter non plus. Le psychologue expert est derrière la glace Santin. Ça doit être en France, à mon avis, la seule qui ait une vision de l'audition. On ne va pas dire qu'il regarde le DVD vu qu'il n'est pas encore fait. Enfin, voilà. Et donc, l'enfant est préparé, on lui montre la salle d'audition, on lui montre la caméra, enfin, on lui montre tous les appareils, ce qui se passe dans le local technique, qui est présent dans le local technique, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes, hein, l'officier de police judiciaire, chez nous, la psychologue expert, parfois le médecin légiste, parfois un avocat, enfin, bon, ça va dépendre, bien qu'à l'heure actuelle, c'est quand même plutôt officier de police judiciaire. Est-ce que les UMJ ont fait leurs preuves jusqu'ici? Alors, il n'y a pas d'études formelles. Hein, quand on parle de preuves, on parle de preuves scientifiques, de recherche, etc. En tous les cas, les études qui sont faites, notamment l'ONED en son temps, audité un petit peu toutes les unités, apportent au moins 3 éléments positifs. Le premier, c'est que le parcours de l'enfant est simplifié. Le deuxième, c'est que la parole de l'enfant est entendue, bien entendue et pas polluée. Et le troisième, c'est que si l'enfant a besoin de soins, ils sont organisés tout de suite. Mais un des éléments importants, je crois, enfin moi je pense, hein, c'est la bientraitance. Auditionner un enfant dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. L'autre chose, c'est que contrairement à ce qui se passe en France, pour beaucoup d'enfants, le travail est fait par des professionnels de l'enfance. Et du coup, est-ce que vous avez constaté des résultats du coup, sur des cas passés, peut-être avec qui vous seriez encore en contact ou... En tous les cas, nous, ce qu'on remarque, c'est que la recherche de la preuve et le soin sont travaillés en même temps. L'enfant est pris en charge globalement, et s'il a besoin de soins, il est orienté tout de suite vers les soins. Et on sait que la prise en charge immédiate est beaucoup plus efficace que des prises en charge retardées. Alors que quand l'enfant n'est pas dans une unité de ce type, il va rentrer chez lui, on ne sait pas dans quelles conditions, parce que l'audition a été pénible, parce que parfois les examens qui sont faits dans des unités qui ne sont pas pluriprofessionnelles sont aussi traumatisants, etc. Et donc on ne sait pas le devenir de cet enfant, alors que nous, on a un suivi régulier, et le retour qu'on a, c'est que les gens sont plutôt pris en charge, et les familles aidées à soutenir l'enfant. D'accord. Ça répondait du coup à la question suivante, qui était en quoi ça se démarque d'une unité classique déjà connue. Et du coup, juste pour finir, si vous avez un mot à dire à nos potentiels donateurs qui pourraient les encourager. Il n'y a pas d'unité classique déjà connue. Les enfants, quand ils ne sont pas pris en charge dans ce genre d'unité, ils sont pris en charge ils sont pris en charge de façon éclatée, et souvent par des gens qui ne sont pas formés à l'enfance. Donc la problématique de ces unités, c'est que il n'y a pas de standardisation, même s'il faut laisser au potentiel local l'opportunité de s'adapter au local, parce que nous, on est un département semi-rural avec des grandes villes, une grande campagne, etc. Paris, c'est particulier, puis il y a des départements ruraux particuliers aussi, donc il faut laisser les unités s'adapter à leur département. Mais surtout la pérennité du financement. Voilà. Nous, on est sur les frais de justice. Ça veut donc dire qu'on ne voit que les enfants pour lesquels une plainte a été portée ou pour lesquels le procureur
nous demande de voir cet enfant. Donc on sait que c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc on voit 1 sur 10, 1 sur 20. Donc on perd 9 à 19 enfants mineurs qu'on devrait voir et en tous les cas accompagner dans ce parcours avant la justice et puis pendant et après la justice. Et donc ce financement judiciaire, on voit bien qu'il n'est pas adapté. D'autres ont des financements mais qui ne sont pas pérennes. C'est-à-dire qu'il va, comme pour les associations, il faut chercher les fonds en permanence, etc. Et donc une insécurité dans le travail qui n'aide pas les professionnels à se sentir sereins. Donc je pense que la pérennité des financements, adaptée à l'enveloppe de l'unité, permettrait de voir la plupart des mineurs maltraités, dans toutes les formes de maltraitance possibles et imaginables, les accompagner et permettre aux professionnels d'être formés et de pouvoir être efficaces et pas dans cette inquiétude de leur propre avenir. Et donc vous avez un mot à dire à nos potentiels donateurs? Le mot que j'ai à dire, c'est de soutenir la voix de l'enfant, parce que si la voix de l'enfant, l'association fédérative La Voix de l'Enfant n'existait pas, il n'y aurait pas les 50 unités d'accueil de mineurs telles qu'elles sont dans nos départements. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'État, en tous les cas l'argent public, n'a pas investi ces unités. Bien que je vous dise, nous on est sous le sceau des frais de justice, mais voilà, on voit un enfant sur 10 ou sur 20, donc on voit bien que l'État n'a pas investi, et donc effectivement, comme souvent, les seuls qui investissent, c'est les associations, et si les associations n'existaient pas, on n'existerait pas non plus. Donc il faut soutenir les associations. Merci beaucoup. Ouais.